Sébastien, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Nous Entrepreneurs, qui donne la parole à des entrepreneurs pour qu'ils puissent témoigner du parcours qu'ils ont vécu ou témoigner de ce qu'ils apportent au monde ou témoigner de tout ce qu'ils ont envie de témoigner. Nous avons vraiment envie de donner la parole aux entrepreneurs. C'est pour ça que nous avons fait Nous Entrepreneurs. Donc, ma première question, bien, ça va être un petit peu ça. Qui est Sébastien et qui est sa belle personne morale Biosphère? Donc moi je suis donc Sébastien Romagouz, je suis le fondateur de Biosphère, donc agronome de formation, toujours passionné par le vivant et passionné aussi par essayer de trouver l'équilibre entre une activité humaine et son industrie et le fonctionnement de la nature. Et donc j'ai monté Biosphère qui est aujourd'hui voilà un bureau d'études qui est le leader dans ce qu'on appelle la transition vers l'agroécologie en France. Et donc, nous accompagnons les grandes entreprises, les coopératives et les agriculteurs vers la transformation de leur modèle agricole pour qu'ils soient mieux alignés avec le fonctionnement réel de la nature, c'est-à-dire les sols, le paysage, les cycles de l'eau, etc. Bon. Et donc, agronome, c'est un hasard, c'est une passion, d'où ça vient? Moi, je suis issu d'une famille agricole dans le sud de la France. Et donc, voilà, toujours très connecté à la production. Et puis après, j'ai personnellement été ouvrier agricole pendant 3 ans après le bac. Ce que je Mhm. conseille d'ailleurs à tous ceux qui veulent avoir une vie riche, c'est de ne pas, juste après le bac, embrayer sur les études supérieures, mais d'aller voyager, d'aller travailler pour se trouver. Et c'est à la suite de ces années, on va dire, de rupture où j'ai voulu me réengager dans voilà, des études agricoles qui m'ont mené à la création de Biosphère. Alors, qui t'ont mené à la création de Biosphère ou tu avais déjà une idée de créer Biosphère parce que tu voulais apporter quelque chose au monde? Je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et en fait, moi, je me suis lancé dans le conseil et dans le consulting un peu, je vais pas dire par hasard, mais mes professeurs, vu que j'étais déjà extrêmement formé, alors que j'étais même pas encore diplômé, parce que j'ai un profil un peu particulier et que je travaille beaucoup, m'envoyaient leurs clients. C'est-à-dire quand ils n'avaient pas le temps, ils avaient des demandes de clients, ils me les envoyaient. Donc j'ai commencé à faire mes premières prestations alors que j'étais pas diplômé en fait. D'où Bon. l'importance d'acquérir de l'expérience et de travailler au-delà de ce qu'on nous demande dans les études pour avoir une vraie valeur ajoutée, hein. Je pense que la clé de voûte d'un bon entrepreneur, c'est de dégager de la valeur ajoutée pour ses clients. Et donc, cette Mhm. valeur ajoutée, elle ne se trouve pas dans la facilité, elle se trouve dans la construction d'une expertise très forte, irremplaçable. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire des formations, à travailler voilà, comme formateur pour des techniciens et des agriculteurs. Et j'ai posé le modèle de Biosphère qui à l'époque, en fait, on avait formalisé avec une quinzaine d'amis à moi, une association qui s'appelait le Collectif pour le développement de l'agroécologie, qui s'est transformé en réseau social. Quel apport au monde pour un monde futur en équilibre, peut-être? Bah, en gros, nous, on est des spécialistes euh, qui vont permettre de faciliter, de sécuriser la transition vers des modèles agricoles durables. Et donc, on est vraiment dans une transition, c'est de l'accompagnement au changement, à la fois Mhm. technique et humain. Et donc, nous, on a l'ensemble des compétences qui permettent d'opérer cette transformation au niveau humain par des formations et des savoir-faire qu'on peut transférer aux différents opérateurs, et techniquement parce qu'on a l'expertise technique sur toutes les cultures et les modes d'élevage pour aller vers ces systèmes que l'on appelle aujourd'hui régénératifs. C'est-à-dire qu'on ne dit plus juste agroécologie ou agriculture durable, c'est l'agriculture régénératrice, ce qui est assez intéressant en termes d'adjectifs, puisque ça Mhm. veut dire qu'on a une agriculture qui peut, si on la fait de la bonne manière, régénérer un écosystème. Derrière, c'est finalement ne pas casser ses cycles. Et donc, dans ce type d'agriculture-là, ce qu'on essaye de faire, c'est tout en produisant des biens alimentaires qui nous sont indispensables, d'être en cohérence avec les cycles naturels pour ne pas les briser et les casser, et donc pérenniser à la fois voilà, le cycle du carbone, de l'eau, la biodiversité sur les sites sur lesquels nous opérons. Donc, ça demande beaucoup de savoir-faire et d'expertise. Aujourd'hui, on Mhm. travaille pour peut-être 50 ou 60% des plus grands groupes aujourd'hui en France en agroalimentaire et dans le luxe. Donc, c'est souvent des gros projets très structurants qui se passent sur plusieurs sites en France, à l'étranger. Et donc, nous, on va à la fois faire des audits et des diagnostics et déployer des feuilles de route opérationnelles
sur le terrain. Et notre spécificité, c'est qu'on est capable de faire les deux. Souvent, on a des bureaux d'études qui font des stratégies, puis ça fait des gros rapports qui restent sur des étagères. De notre côté, on a des très bons experts, mais qui ont du mal à prendre du recul et venir manager des feuilles de route sur du long terme très complexes. Et dire que les ingrédients qui ont fait notre succès, c'est à la fois une forte expertise technique et une capacité à venir dérouler des feuilles de route complexes sur plusieurs localités, sur plusieurs années, pour opérer cette transition sur le terrain de façon concrète et mesurée. Voilà. Et le fait d'intégrer tout ça dans une seule entreprise font les ingrédients, on va dire, de la proposition de valeur du. Super. Et en même temps, tu es entrepreneur, tu es devenu entrepreneur. C'était prévu dans ta feuille de route? Je pense qu'une personne qui se prévoit entrepreneur, je suis pas sûr que ça fasse un bon entrepreneur. Je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est très proactif, qui a une grosse force de travail et qui fait preuve de persévérance et de vision. Et souvent, quand on essaye de se prévoir entrepreneur, c'est peut-être qu'on a juste envie de faire des projets. Mais il ne faut pas confondre l'entrepreneuriat et l'envie d'initier des projets. On peut initier des projets dans une entreprise, on peut être un très bon intrapreneur, mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est tellement violent, entre guillemets, quand on le met en place. C'est tout de la remise en question, c'est de la gestion, et surtout quand on commence à avoir plusieurs dizaines de salariés. Donc, je suppose que faut pas se prévoir entrepreneur. On le vit, on l'est ou on n'est pas, finalement, je pense. Et ce qui fait un entrepreneur, je pense que c'est sa singularité et sa vision. Parce que, voilà, je pense qu'il ne faut pas viser que l'argent quand on est entrepreneur. On a un projet, on a une vision, et derrière l'argent, c'est l'effet secondaire d'une valeur ajoutée extrêmement élevée. Donc, Complètement, oui. voilà. Et donc, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était, j'avais vu un problème, c'est-à-dire un désalignement profond entre le mode de vie humain et son industrie, et notamment agricole, puisque c'était le secteur de ma famille. Et j'ai voulu solutionner ça en développant de l'expertise. Bon, très bien. Et donc, entrepreneur à la mode dont tu viens de parler, et en même temps, tu en as un peu parlé, beaucoup d'apprentissage. Quel serait celui qui t'a marqué le plus? On a eu plein des apprentissages. Oui. Il y a plein d'apprentissages. Je pense que déjà, ça dépend de l'entreprise qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'une entreprise à une personne, c'est pas la même chose qu'une entreprise à 10 ou 15. Et quand on passe au palier 10 ou 15, on passe à un autre type d'entreprise. Je dirais que pour passer à une entreprise qui passe à l'échelle, le plus important, c'est de comprendre que on n'est plus seul et qu'en fait, tout ça repose sur un fonctionnement d'équipe. Donc, c'est faire en sorte que des gens travaillent dans une même direction, soient contents de travailler dans cette direction-là, comprennent le sens de l'activité et de l'action. Donc, je dirais que le dernier apprentissage en date, il y en a deux, c'est celui, en fait, quand on veut passer une entreprise à plusieurs dizaines de personnes, ce qui est notre cas aujourd'hui, c'est l'équipe qui compte et les process qui permettent aux gens de travailler ensemble et de développer leur valeur ajoutée au sein de l'entreprise et de bien comprendre le projet de l'entreprise. Et la seconde pourrait se résumer en une phrase, c'est marge ou crève. Hein. C'est-à-dire j'aime beaucoup. Je la note, celle-là. C'est que quand on a beau avoir un projet sociétal très fort, puisque nous, finalement, on contribue à une mutation nécessaire de la société, qui, si elle n'est pas opérée de façon massive, peut nous amener quand même à une forme d'effondrement, parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un appauvrissement des sols, un appauvrissement de nos paysages, un effondrement de la biodiversité. Et l'agriculture, avec la forêt, c'est l'essentiel de ce qui occupe la croûte terrestre. On doit avoir une agriculture qui vient régénérer les écosystèmes, sans quoi on va vivre des choses très compliquées à l'avenir. Mais malgré tout, on a un objet qui doit faire du profit et on ne peut pas se satisfaire de 5% de marge parce qu'on est dans la marge d'erreur après et donc on est trop en flux tendu. Donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que dans l'entrepreneuriat, on a beau avoir un projet environnemental, sociétal très fort, il faut à un moment donné être très fort en gestion économique pour pouvoir avoir une activité qui se pérennise dans le temps. Et donc, voilà, je pense des étapes nécessaires quand on passe, on va dire, d'une petite PME à une PME qui grossit et qui a des grandes ambitions comme on peut en nourrir.
Très bien. Et alors, parle-nous justement de ces grandes ambitions. C'est dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe pour Biosphère? Comment Biosphère vit dans 10 ans ou dans 20 ans, comme tu préfères? Alors aujourd'hui, voilà, on est sur une entreprise, voilà, qui a à peu près une quarantaine de collaborateurs. L'idée, c'est de monter autour de 350-400 en horizon 2030, Mm. avec un chiffre d'affaires qui va être multiplié par 12 ou 13. Mm. Donc, c'est suivre une cinétique de croissance qui est presque inférieure à ce qu'on a fait les 3 dernières années. L'idée, c'est toujours être dans un scénario moyen moins, hein, comme ça on ne se trompe pas. On maximise les charges, on minimise les produits pour arriver à un scénario qui est tenable et avec une activité qui se déroule à 90% hors de France. Donc aujourd'hui, Mm. on a 70% d'activité en France, 30% à l'étranger. L'idée, c'est de venir augmenter voilà, nos activités et notre géographie. Et puis, on restera, je pense, sur ce segment de grandes ETI et grands groupes, hein, sur 70-80% de notre chiffre d'affaires, parce que j'ai toujours été persuadé que les acteurs qui allaient nous permettre de pouvoir opérer cette transition nécessaire étaient plus les acteurs privés que publics. Aujourd'hui, il y a trop de jeux de pouvoir et de complexité chez les acteurs publics, même s'ils ont leur rôle. Pour être efficace, il faut travailler avec des acteurs qui ont une culture de l'efficacité. C'est souvent le secteur privé. Et je suis très satisfait aujourd'hui de voir que, voilà, parmi nos clients clés, hein, qui peut être Pernod Ricard, le groupe LVMH, Andros, Danone et bien d'autres, on a une vraie collaboration technique, humaine, qui est sincère, avec des objectifs d'impact qui sont assumés. Donc, le secteur privé est en pleine mutation sur ces questions-là liées à l'agriculture durable et je pense que c'est le point de départ pour avoir un impact puissant et réel. Bien. Une dernière question. Tout ce beau parcours t'a amené très certainement à faire des découvertes sur toi-même. Quelle serait la plus grande découverte sur toi-même que ce parcours t'a fourni? Je pense que je me suis questionné avant tout ça. Et je pense que pour être un bon entrepreneur, il faut savoir faire preuve d'introspection. Et il faut bien se connaître. Donc, Hmm. je dirais que le principal apprentissage pour réussir, c'est savoir où on commence et où on finit, connaître ses forces et ses faiblesses et ne pas essayer de combler ses faiblesses. Euh, c'est justement l'intérêt d'avoir une équipe, c'est que son équipe vient compenser et combler un certain nombre de manques. Je Hmm. pense qu'un bon entrepreneur, un bon dirigeant, il doit avoir une vision, du leadership. Ça doit être le meilleur vendeur de son entreprise, ce qui est mon cas. Et ensuite, avoir une expertise forte sur son cœur de métier, mais je me plais à dire que si dans 3 ou 4 ans, je suis le plus mauvais de mon entreprise, j'aurai réussi. C'est-à-dire que si on reste toujours le meilleur de sa boîte, c'est qu'on a un problème. Alors, bon, Hmm. après, je travaille beaucoup et je m'instruis beaucoup, donc je prends de l'avance. Mais l'idée, c'est quand même demain, ça soit plus le cas. Et d'ores et déjà aujourd'hui, sur certains aspects, et je suis très content de ça, euh, il y a voilà, certains collaborateurs ou des équipes qui sont meilleures que moi et je suis très content parce que ça veut dire que ça y est, l'ADN est toujours le même, mais il y a une prise d'autonomie très forte. Et aujourd'hui, je suis très content de voir que j'ai plus besoin d'être dans l'opérationnel dans très très nombreux projets. Donc c'est Hmm. que les process fonctionnent. Donc savoir où on commence et où on finit, c'est très important et aussi ne pas avoir un ego surdimensionné, c'est-à-dire que il faut comprendre que pour faire passer à l'échelle une entreprise, les collaborateurs doivent être meilleurs que le dirigeant. Et souvent, les entreprises qui ne décollent pas, c'est que le dirigeant veut toujours garder une forme de leadership sur l'exécution et sur les compétences, ce qui est une erreur fondamentale. Très bien, je te remercie pour cette dernière question. Je vois que tu es un passionné et que ça pourrait durer bien plus longtemps. Donc, merci pour ça. À bientôt, au revoir, belle vie à toi et belle vie à Biosphère et qu'elle arrive très largement au succès dont tu m'as parlé tout à l'heure à horizon 2030, 2050, peut-être même 2100. On en aura encore besoin très certainement. Super, merci beaucoup et merci pour l'interview. Merci Sébastien, au revoir.